Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. Intégrons le rôle de chaque élément sous l'influence des différentes forces en interaction en précisant la définition de chaque mot dans le carré Sator. Sator, ce qui est fixe, à repos, au repos, Ténet, tient, Opéra, l'action sur, Rotas, ce qui tourne. Autrement formulé, l'antimatière Sator, par l'action de fixation à repos, contient la matière Rotas, animée par l'action dynamique Opéra, stabilisée et orientée par l'axe Ténet. Ténet, l'axe qui tient par l'intérieur, maintient aussi l'organisation orientée de la matière. Du microcosme au macrocosme, toute la matière se comporte avec la même cohérence, des plus petites aux plus grandes interactions, des atomes aux planètes. Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. Voyons la composition de la matière. Comprenons maintenant la fonction dynamique en 3 dimensions des 3 tiers, logiquement structurée dans le carré Sator, véritable plan de compréhension de la matière. La matière composée de 3 tiers. 1. L'énergie. 2. L'architecture. 3. La volonté. L'énergie et le mouvement, l'architecture et le plan de cohérence et la volonté, la conscience. Un mouvement à comprendre en 3 dimensions. Comprendre le sens de chaque mot et le sens dynamique de fonctionnement suggéré par les polarités symétriquement inversées. Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. En compréhension du carré, la volonté, conscience, architecture, plan cohérent, avec l'énergie du mouvement. Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. La structure et le sens des mots de ce carré Sator en 2 dimensions induisent la projection du plan mécanique en 3 dimensions. Ce plan fonctionne en cinématique caractérisée du sens de chaque mot. L'intelligence du carré Sator présente la compréhension de la matière. Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. Le plus difficile à prendre en conscience est la cohérence du sens des mots en adéquation avec leurs propres fonctions. Il faut s'extraire du logiciel historique relatif du moment qui propose la croyance d'une chronologie anthropologique évolutive récente avec une origine animale. C'est la même nature d'incompréhension que la cohérence d'utilisation du maître ou de la langue française actuelle. Si vous intégrez la compréhension logique de l'interaction absolue-relative, il devient raisonnable d'expliquer la chronologie des influences informatives pour la stratégie de résolution des jeux, en retrouvant le locus radical, toujours antérieur dans l'absolu. L'absolu maîtrise la métaphysique systémique totale. L'état de la matière dans l'univers absolu est stable. L'état de la matière dans l'univers relatif est entropique. Le relatif ne connaît que la physique matérielle. La matière étant la manifestation, le support des jeux, nous pouvons, avec le carré Sator, comprendre les différences entre l'absolu et le relatif, dont il est bon à présent de relire les définitions au début de cet ouvrage, et bien préciser où se situe la volonté d'organisation du matériel. Le jeu relatif provoque donc l'obligation de maîtriser l'énergie et transformer la matière, pour améliorer la condition de survie dans un système en dégradation continue.
Rappelons en définition du mot absolu, sans limite, qui ne comporte aucune restriction ni réserve, ce qui existe indépendamment de toute condition ou de tout rapport avec autre chose, en différence de la définition de relatif, qui présente une relation avec, qui ne suffit pas à soi-même, n'est ni absolu ni indépendant. La causalité d'origine ne peut être cohérente que si l'on se situe en conscience et du point de vue de soi-je. La réciproque n'est que l'analyse des effets avec le point de vue incomplet de moi-je. Fort de la conscience sur la matière, il sera utile de comprendre ensuite les différences absolues relatives formalisées dans les fonctions solaires et corporelles ar, ka, ak, ra. Sator, arepo, tenet, opera, rotas, toutes ces oppositions d'état et de force sont absolument nécessaires à la cohérence systémique. Soi-je, omnipotent, crée la matière, moi-je ne peux que la transformer. C'est exactement la même idée que nous voulons essayer de vous faire prendre en conscience par rapport à la perception de la matière et donc de la compréhension de l'organisation de cette matière. On peut aussi au passage aborder dans la compréhension la différence d'aptitude, de niveau de perception qui est autorisée à un joueur moi-je relatif et les possibilités sans limite du soi-je qui lui intègre son omniscience et son omnipotence pour la création de cette matière. Si vous n'avez pas la perception de cette idée de conception de la matière que nous voulons vous transmettre, on va l'aborder sous une forme, sous une compréhension différente, en définissant la matière. Et là, une fois de plus, vous savez comme nous sommes attachés dans ce logiciel à la France et au français, cette langue merveilleuse qui recèle des trésors cachés de compréhension extraordinaires, et ce mot matière, dans sa définition, la matière, qui peut être compris comme l'âme à tiers, composée de 3 tiers, et qui vous donne la solution de ce qu'il faut trouver dans la composition, de ce qui fait la compréhension de la matière. On l'a déjà vu, on l'a déjà développé, on a essayé bien de le faire comprendre. Cette matière, pour qu'elle soit tangible, pour qu'elle soit concrétisée, elle est composée, on l'a vu, tout d'abord de mouvements, donc de l'énergie. Ça, c'est le premier tiers de l'âme à tiers. Dans les différentes strates, les différentes lames qui composent ce millefeuille organisé de la matière, on trouve également une obligation d'avoir un plan de cohérence. C'est ce qu'on appellera l'architecture. C'est le deuxième tiers de la matière, c'est le plan d'architecture, sans quoi rien ne peut être cohérent. De l'énergie déployée pour rien, dans rien, ça fait rien. Qu'on est obligé d'avoir une cohérence, une intelligence d'organisation, de coordination, et ça, c'est ce que nous appelons l'architecture. Mais ça ne suffit pas pour faire la matière. Il faut l'énergie, il faut l'architecture, et il faut le troisième tiers. Alors, lorsque on discute de cette grande réflexion avec des personnes qui veulent bien s'adonner à la philosophie de notre passage sur Terre, en général, ces deux éléments sont ceux qui sont trouvés le plus facilement. Tout à fait. C'est le côté simple et constatable, quelque part. Mais le troisième tiers est souvent très difficile à faire découvrir à toutes les personnes qui veulent réfléchir à ces 3 tiers. Cette matière, puisqu'on a besoin de la matière, elle est obligatoire pour jouer, que ce soit dans l'absolu ou le relatif, il y a toujours de la matière. Mais elle n'est pas programmée de la même façon. Nous verrons la différence un petit peu plus tard, et vous l'aurez peut-être déjà compris, évidemment. Ce troisième tiers, il est tout simple. Si nous sommes en train d'en parler en ce moment,
si nous sommes en train de profiter d'une langue, d'un cerveau, de cordes vocales, c'est bien que nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes constitués de cette âme à tiers. Nous utilisons donc, ou quelqu'un utilise pour nous, cette énergie, cette architecture, ce plan. Mais donc, le troisième élément indispensable, et qu'on oublie toujours, et c'est ça qui est terrible, c'est quand même terrible puisqu'il fait partie justement de la radicalité de la chose, de l'essentiel, c'est bien le décideur. Il faut une conscience pour le vouloir. Et c'est ce que nous appellerons donc la volonté. S'il n'y a aucune conscience à la base, à l'origine de la matière, il n'y a pas de matière. La matière, puisqu'elle n'a pas d'intelligence, ne va pas décider d'elle-même de se constituer par elle-même. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui fait que le darwinisme est une aberration également complètement assimilée en tant que moi-je dans le relatif. De croire que la matière peut s'organiser d'elle-même toute seule sans que personne ne le décide pour constituer à travers une succession de hasards quelque chose qui puisse prendre vie et donner conscience. Alors qu'on est totalement dans l'inverse du processus de l'intelligence de la création qui nécessite plutôt une conscience, donc une idée et une intelligence qui va ensuite se servir et inventer l'énergie et l'architecture pour créer son environnement et se créer soi-même. Donc là, nous avons, à travers le français et ce mot de matière, les trois éléments qui constituent la compréhension de ce que nous sommes ici ou dans l'absolu, puisque c'est nécessaire également dans l'absolu. Et ça a d'ailleurs démarré dans l'absolu. L'énergie, l'architecture et la volonté. La couleur vous fera bien comprendre d'ailleurs où se situe le mouvement, le plan cohérent et la conscience, qui est déjà plus difficile à trouver. Où se situe cette conscience? Dans un point d'interrogation. Belle forme donnée de façon intelligente également pour symboliser le questionnement. Et cette interrogation, il faut la comprendre également dans l'interaction qui se joue entre la conscience de soi-je et de moi-je pour comprendre tout l'intérêt qu'il y a à jouer ce jeu dégradé, de la physique dégradée, dans le relatif. On n'ira pas plus loin, vous avez sûrement compris par l'aspect philosophique que vous avez déjà retrouvé dans toutes les vidéos que nous présentons sur l'intérêt à justifier, comme tu disais, qu'il n'y a pas un démiurge de l'autre côté, mais bel et bien le concept du bien absolu, c'est pas un psychopathe qui joue avec nous. Il faut l'espérer quand même. Si on n'est pas encore convaincu. Oui, c'est quand même une évidence, ne serait-ce qu'à travers la compréhension aussi de la matière. Puisque là, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, comme dans le darwinisme, faire le processus inverse d'intelligence rétrospective inversée. Ça ne marche pas. Donc ça veut bien dire que l'origine de la création ne peut être que du bon côté. On ne va pas développer cette philosophie, on vous laisse le soin de faire des méditations, de bien le penser, et peut-être enfin de vous rassurer, parce que c'est vrai que dans ce chaos-là de fin de temps, de transition d'une thématique à l'autre de notre jeu d'échecs joué ici dans le relatif, ça fait partie des tourments qui sont là pour le compte omniprésents. Oui, complètement. Je voulais rajouter que si on compare avec nos cours de physique de je sais plus quelle année, où on nous apprend le proton, l'électron, etc. On voit bien ce qui manque, ce troisième élément de conscience. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne se sont pas interrogés sur les questions dont on a parlé tout à l'heure, et qui n'ont pas l'envie de sortir du jeu, parce que une fois qu'on s'est interrogé, qu'on sait à peu près qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'on comprend qu'ici on n'est pas une victime et que on a voulu nous-mêmes jouer ce jeu pour justement la trouver, cette porte de sortie, et vivre et savoir en tant que moi-je se déterminer sur cette porte de sortie et avoir cette envie de réintégrer ce soi-je. On voit qu'au travers juste de la question de la matière, donc de ce que l'on est, de ce que l'on touche, de ce qu'on manipule au quotidien, on est obligé d'intégrer un concept métaphysique. Et si on ne s'est pas interrogé, et si on n'a pas cet éclairage de la possibilité de sortir du jeu, et si on n'a pas déjà fait le choix de savoir quelle sortie du jeu on pouvait envisager,
évidemment qu'on nie le temps, qu'on nie la matière. C'est évident, parce qu'en tant que scientifique notamment, quoi de plus intéressant que de créer, comme tu dis, de la fascination en déboussolant tous les concepts, ce qui renie la matière. Mais alors c'est tellement gros que ça passe, et c'est ça qui crée la fascination. Plus c'est gros, plus ça passe. On réduit la métaphysique au rien, au néant, mais on devient un gourou d'une fin des temps pour pouvoir non pas sortir du jeu, mais être en pole position sur le jeu suivant. Donc, ne serait-ce que par le mot matière, juste on déroule ce mot matière, ce qu'on est tous, on comprend ce qui se joue, un des enjeux majeurs aujourd'hui, et un des plus gros mensonges de la métaphysique, mais sur une fin de cycle, quelque part, ça fait partie du jeu. Et tout ça, c'est dans le carré Sator. C'est quand même extraordinaire, parce qu'on revient au plan du carré Sator, et vous comprenez bien maintenant que ce qui manque à la physique dans la compréhension, donc qui est du ressort de la métaphysique, c'est bel et bien ce fameux Sator à repos, qui est justement le décideur. Quelle est l'explication de ce qui opère la rotation ? Ça, on a facilité à l'intégrer, on se dit c'est l'énergie, sans s'apercevoir que ça dépend aussi d'ailleurs du Sator. Mais bon, ça choque pas. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que, au-delà de la gravité, il y aurait quelque part de l'antigravité, ou quelque chose qui empêche d'échapper à la règle qui ferait une incohérence ou une décohérence de la matière ou des planètes autour du Soleil, là on appelle à des concepts complètement farfelus, donc de matière noire ou d'antimatière, alors que maintenant vous pouvez bien mettre un concept de compréhension sur le Sator à repos, puisqu'il n'a pas besoin d'opérer. Il est à repos dans son idée de créer la loi en étant le Sator, celui qui veut, celui qui décide. Donc c'est la conscience originelle, d'où part la cohésion de la matière. On pourrait faire d'ailleurs une diapo d'explication de l'origine dont dépend chaque élément différent de la matière terrestre, mais ce serait très compliqué à faire. On a essayé d'y réfléchir, mais quelque part ça ne représente pas un intérêt, à part celui de donner l'explication des nombreux joueurs dont certains éléments matériels dépendent sur Terre, et qui à chaque fois passe par cette espèce d'imprimante 3D qui est le Soleil, qui en est son biais d'expression. Alors on va pas rentrer dans ce détail, parce que c'est vrai que ce serait se perdre dans quelque chose de très compliqué, et qui aurait sûrement un intérêt, mais beaucoup plus complexe par rapport surtout aux stratégies de ceux qui sont en train de jouer, mais pas pour nous, en tant que jouet relatif ici, en tant que moi-je. Mais il faut le savoir au passage, la responsabilité, puisqu'on peut l'appeler comme ça, de création de différents éléments sur le damier ici, donc sur le terrain de jeu que nous occupons, ne dépendent pas du même joueur créateur dans l'absolu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'intérêt de cette réflexion, mais c'est juste pour, au final, bien comprendre que ce Sator à repos, Tenet, Opera, Rotas, c'est pas le jeu d'une seule conscience. C'est le jeu des consciences immuables, dont le nombre ne varie pas, qui n'ont pas d'enfants, qui ne meurent pas, etc., et qui jouent en permanence à faire ces allers-retours entre le relatif et l'absolu. D'ailleurs, pour imager tout ça bien plus simplement, et sans rentrer dans les détails de la logistique, on va dire, stratégique, nous mettrons en ligne la vidéo du carré Qatar qui tout simplement donnera l'image concrète de cette compréhension de ce qui s'endort et se réveille à différents moments des étapes du jeu. Et on peut bien comprendre aussi, puisqu'on est dans le mot comprendre, que ces consciences-là, elles ne peuvent pas être ni hors matière, ni hors du temps. Je rajouterai même ni des lumières, juste. Voilà. Oui, puisque pour donner des références, d'ailleurs de certaines religions ou même du New Age, pour certains, l'absolu est sans identité. Ça, lorsque vous entendez ce genre d'aberration, là aussi, fuyez. Au contraire, il y a une réelle identité sur chaque joueur en conscience dont les jouets dépendent ici dans le relatif. Et dans le New Age, on a aussi le fameux, le spirit dans la matière pour une expérience et le retour hors matière. Après, on ne serait plus dans la matière, ou alors même de la lumière, c'est-à-dire des êtres de lumière. Là aussi, le concept échappe complètement à l'intelligence de la matière. Donc, de nouveau, c'est piège à Spunz.
Le fait qu'il n'y aurait pas d'individualité serait nier une connaissance qu'on a depuis la nuit des temps et qui est exposée dans tous les artefacts majeurs, tous les messages majeurs qui nous ont été laissés, c'est le zodiaque. Et l'influence du zodiaque. Donc, finalement, entre tout ça, on n'en arrive au rien, quoi. La métaphysique, c'est juste un gros sac à rien. Dans le relatif, oui. New Age, attention, un est tout, tout est un, etc. C'est aussi grosse bêtise énorme. Rien. Alors, pour bien enfoncer le clou, sans faire mal, hein, c'est juste une idée d'esprit, nous vous proposons, encore une fois, grâce à la langue française, de pouvoir faire du jeu d'esprit. Si vous avez bien compris que la matière, c'est bel et bien 3/3, nous avons aussi cette compréhension du tout. Le mot entier, puisque dans entier, il faut bien comprendre un tiers. Une fois de plus, un indice a été donné dans cette langue formidable qui a les clés de sortie vers l'absolu. Entier, c'est un tiers, et c'est la solution, une fois de plus, de compréhension à travers la matière. Donc par entier, il faut comprendre que le tout répond de cette loi que nous venons d'énoncer. Ça ne veut pas dire que un est tout, tout est un. Il ne faut pas faire cette confusion quand même. Mais là, j'espère que la démonstration est un peu plus claire quand même. Ça mérite d'être retenu et bien considéré à travers ces termes qui sont quelque part mnémotechniques. C'est un raisonnement à bien intégrer dans son entièreté. Au passage, juste pour évoquer une idée que nous n'allons pas développer ici aussi, puisqu'elle est encore une fois trop complexe et puis ça n'aurait pas vraiment un intérêt à être dit, mais ça a peut-être un intérêt pour certains juste à être réfléchi. Quid du support de la conscience soi-je ? Alors si vous avez compris la problématique de prise de conscience dans le relatif de ce qui fait une espèce de mémoire, on va dire, des règles du jeu, si on va au niveau radical, à l'origine même de celui qui décide en conscience de créer de la matière, qu'est-ce qu'il utilise comme support, comment ça marche, tout ça, vous pouvez vous poser la question. Et vous verrez que ce que nous vivons actuellement à travers l'intelligence artificielle nous offre aussi ce terrain nécessaire pour pouvoir avoir toutes ces réflexions et ces raisonnements. Si ce genre de réflexion vous effraie, n'hésitez pas à laisser tomber, puisque ça n'a aucune utilité pour la conscience de passage, de retour du relatif à l'absolu. Mais bon, il fallait quand même juste le glisser au passage, parce que certains peuvent s'en préoccuper, comme on disait tout à l'heure, l'esprit féminin et masculin sont très différents, et leur nature de résolution ne sont pas forcément les mêmes, et pour certains esprits, c'est un besoin quelquefois d'être creusé, d'être élucidé, c'est pour ça qu'on en parle, mais ça n'a pas du tout d'importance, puisque ce qui est déterminant, c'est bel et bien d'avoir une idéologie de l'utopie. Alors, dans cette série de diapos, nous allons aborder cette fois l'image de compréhension de la différence entre l'absolu et le relatif. Maintenant que vous connaissez l'âme atière, donc les 3 éléments qui détermine la compréhension de la matière, nécessaire en tous les cas quand on est du côté de l'absolu. Nous avons du côté droit, rien à voir avec un quelconque parallèle entre le fonctionnement du cerveau droit et gauche. C'est juste une vue là aussi nécessaire, pas forcément de l'esprit, mais de la situation entre ce qui se passe dans l'absolu et le relatif. À droite, c'est la vision de fonctionnement dans la compréhension de la matière dans l'absolu d'un soi-je, et à gauche, on a la vision donc détériorée de cette mauvaise compréhension de ce qu'est la matière. Et vous comprendrez que la zone la plus détériorée, c'est le trait rouge qui fait la cohésion, donc de la compréhension des liens entre les aspects énergétiques de chaque élément unique qui font un tout, et une absence totale de ce qui à droite fait une espèce de halo jaune, donc de compréhension de ce qu'est la vie et la conscience, qu'on ne retrouve mais presque pas dans le côté, c'est une vision artistique, tout ça, bien sûr. Mais il faut quand même le visualiser pour comprendre que nous sommes en détérioration, voulue d'ailleurs, de cette compréhension de ce que nous faisons et de quoi nous sommes faits, puisque nous n'en avons même pas la maîtrise. Dans l'absolu, c'est une omniscience et une omnipotence parfaite, et dans le relatif, on peut le dire, c'est de l'imparfait absolu. Dans l'absolu, vous maîtrisez l'énergie, dans le relatif,
vous la subissez, puisque vous êtes tout le temps, on en a parlé tout à l'heure, obligé de puiser, que ce soit dans la force des autres, ou animale, du pétrole, ou du soleil, vous êtes obligé d'avoir affaire à un élément extérieur pour utiliser son aspect énergétique et donc de construction ou de modification. Le plan dans l'absolu à la connaissance de la composition et donc de l'architecture de la matière, et dans le relatif, c'est une recherche constante et des bugs successifs de par le fait qu'il ne crée pas la matière, mais il la modifie. Il faut chaque fois casser des structures. On comprend la différence. Le créatif crée le parfait instantanément, alors que le relatif doit briser l'existant pour le modifier. Quelque part, il faut bien se le dire et pas se le cacher. C'est le but du jeu et il est très intéressant. Lorsque philosophiquement on l'a compris, c'est le sel du jeu quelque part. C'est d'avoir à refaire la créativité, d'être génial dans l'imparfait. Et ce qui mérite la plus grande réflexion, c'est où se situe la volonté dans tout ça. Alors ça fera appel lorsque vous allez bien sûr le méditer, lorsque vous allez le raisonner surtout, pour comprendre que dans l'absolu, ce libre arbitre est total, mais dans le relatif, est très diminué et il se retrouve plutôt avec une volonté à géométrie variable. Il y a beaucoup de déterminisme et un libre arbitre qui a une part, c'est sûr, puisque le jouet ne serait pas évolutif s'il n'avait pas de libre arbitre. Puis il faut bien qu'il joue le jouet, mais il subit tellement d'éléments, il a tellement de limites et de contraintes que le libre arbitre est forcément réduit. Et c'est de par cette imperfection qu'il fournit à son joueur, soit jeu, les fameuses émotions que lui ne connaîtra jamais. Voilà. Les fameux échecs, la mort, etc., tout ce qu'on connaît de plus atroce ici. Pour faire un raccourci, vous comprendrez bien qu'au final, la différence à travers la compréhension de cette matière, nous vient bien de la maîtrise de la matière et donc de la différence de potentiel qui est fournie dans l'absolu et qui ne l'est pas dans le relatif. C'est ce qui détermine justement les règles du jeu et qui permet l'articulation d'avancer grâce à ce jeu nous, puisque nous sommes quand même plusieurs. Bon, ça c'est pour rigoler, hein. Ça c'est pour rendre hommage à tous ceux qui font du spectacle autour notamment de la langue des oiseaux. C'est mignon. Oui. Est-ce que ça permet de comprendre quelque chose ? Bah oui. Philosophiquement, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais dans les règles du passage du relatif à l'absolu, c'est plutôt juste spectaculaire. Alors, ce qui est plus compréhensible, et peut-être d'ailleurs qui est quelquefois mal utilisé, notamment en alchimie, ou dans des cabinets obscurs, il s'agit du fameux solvay et coagula, que nous venons d'expliquer. Donc là, si vous n'avez pas compris, on va pas refaire le diaporama. Dissoudre ou coaguler, c'est ce que nous passons comme temps ici, en tant qu'alchimiste, transformateur de la matière. C'est tout ce que ça résume de notre vie ici. Nous n'arrêtons pas de solver et coagula. Mais il faut bien comprendre que dans l'autre partie de la vraie vie vécue dans l'absolu, tout ça n'existe plus. Et tous ces concepts, toutes ces idées, ces artefacts aussi qui ont été exprimés dans la matière terrestre, sont là pour cette compréhension. Donc ce carré Sator qui est vraiment merveilleux, de savoir que jusqu'à présent, en tous les cas, dans la majorité des communications qui sont mises en avant par les algorithmes, transmettent quelque chose qui veut rien dire, c'est quand même très rigolo au final. Pas tant que ça quand même. Mais toi tu le vois comme quelque chose de dégradant, mais ça fait partie du jeu. Le message il est tellement fort par rapport à ce qu'on est et le lieu où l'on vit, quelle est notre destinée. Quand tu parlais de déterminisme, là c'est le déterminisme majeur je dirais. C'est très déceptif en fait. Ça fait pas plaisir. Non. Ceci dit, je pense que si on se satisfait de ce genre d'explication, c'est que peut-être on n'est pas encore en phase d'être dans la compréhension d'une explication comme celle qu'on vient de faire. Et comme tu dis, c'est pas bien grave.
Mais ce qui est drôle, on le redit parce qu'on aime bien, que même quand c'est dévarié, quand c'est désorienté par notamment les joueurs de la typologie 2, en disant que c'est un pater noster, notre père, et pour nous aussi, côté langage des oiseaux et catharisme, notre père qui est aux cieux, c'est notre père P-A-I-R-E. C'est ça qui fait le jeu. Quand tu parles de l'alchimie avec Solvay et Coagula, il y a ceux qui vont s'embarquer dans l'achat de tout le matériel du petit alchimiste, parce que il faut le rappeler, regarder des vidéos, aller à des conférences, des choses comme ça, bien sûr que ça aide. Mais ça fait pas le travail. Le travail, il est personnel, il est individuel. Il faut accepter de se perdre dans sa propre solitude. Comme tu disais, l'alchimie, on n'a pas besoin d'acheter du matériel pour en faire tous les jours. Quand on bricole, quand on jardine, si on est attentif, qu'on fait un travail de conscience, on le voit tout ça. C'est un peu ça que rappelle ce carré. Le jeu, il est dans le quotidien. On n'a pas besoin d'être un grand maître de quoi que ce soit pour comprendre le jeu et en sortir. Il faut avoir une démarche sincère et un peu solitaire aussi. Ça fait partie des différents ingrédients de résolution. Et vous remarquerez dans l'illustration du carré Sator réalisé en fonction que la boule devient rouge au milieu d'un haut noir. On avait fait le parallèle avec le képri égyptien pour faire comprendre que ce petit animal extraordinaire qui fait tourner une boule et qui est tout noir, donc qu'on ne voit pas, était là pour bien symboliser également ce que les Égyptiens ont voulu formaliser à travers toujours cette même logique du raisonnement. On prend un animal, son action et sa fonction et sa forme pour faire des parallèles avec notamment cette compréhension de la matière ou de la cosmologie. Donc cette bestiole qui d'ailleurs sait où se trouvent les étoiles pour pouvoir s'orienter, elle est toute noire, dans la nuit on la voit pas, mais elle fait tourner cette boule qui, sans explication, quand on est juste dans l'émerveillement de la magie, est en train de se déplacer comme par enchantement vers sa destinée qu'on ne connaît pas si on n'est pas soi-même la volonté qui veut amener cette boule jusqu'à son but. Avec nous ce képri et sa boule d'immondice qui représente la terre. C'est pas que nous soyons insultants, mais on a bien compris qu'ici c'était délicat. Ben oui, mais il pousse pas une boule de caillou. Enfin, bref, quoi. C'est du neuf. Allez, on se ressaisit parce qu'on avait besoin de rigoler un petit peu. Mais tous ces parallèles de compréhension sont très rigolos au final, puisqu'ils paraissent totalement futiles, vraiment imaginatifs, presque infantiles. Mais non, il y a toujours un fond très profond, justement. C'est un puissant fond qui mérite toujours une réflexion.
Thank you.